Bon, je ne sais pas si tous les changements promis par Games Workshop pour mi-janvier seront disponibles quand la vidéo sortira. Dans tous les cas, vous trouverez en fin de vidéo les choses qui seront à surveiller, ainsi que les axes de modification dans le cas où les unités et où le détachement seraient modifiés. Allez, place à la vidéo. D'abord, avant de commencer avec la liste, il faut tout de même expliquer quelles sont les règles du détachement Stormlands. Assaut éclair permet justement aux unités Adeptus Astartes, donc n'importe quelle unité issue du Codex Space Marine, de pouvoir charger après avoir avancé, mais aussi de charger après avoir battu en retraite. Au niveau des stratagèmes, il y en a deux principaux qui sont tout le temps utilisés. On commence avec attaque de choc, qui permet pour un point de commandement de pouvoir relancer sa charge, et si jamais on réussit sa charge, de gagner la capacité lance qui fournit un +1 pour blesser. Pour le deuxième, ce sera chevaucher rude et rapide. C'est le meilleur stratagème défensif du détachement. Durant la phase de tir de votre adversaire, vous pouvez sélectionner une unité montée ou véhicule volant, mais je n'en ai plus dans ma liste. Oui, par rapport à la vidéo précédente, j'ai abandonné le Thunderstrike. Bref, dans tous les cas, l'unité montée infligera un malus de -1 pour être touché, ainsi que -1 pour être blessé. Petit détail supplémentaire qui a son importance dans la construction de la liste, c'est que ce sont des stratagèmes tactiques de bataille que vous pouvez voir ici et ici. Donc si nous jouons un capitaine ou un équivalent capitaine avec le rite de bataille, on va pouvoir utiliser ce stratagème pour 0 point de commandement et en plus on va pouvoir le réutiliser si jamais on l'a déjà activé. Donc potentiellement on peut avoir deux unités montées avec un -1 pour être touché et blessé et deux unités qui vont pouvoir relancer leur charge et bénéficier d'un bonus de +1 pour blesser. Puisque les deux stratagèmes sont exclusivement réservés aux unités montées, eh bien on va commencer par les premières unités sélectionnées dans cette liste, à savoir la cavalerie sur loup tonnerre. Elle possède une endurance de 6 qui est un excellent palier pour chevaucher rude et rapide qui offre un -1 pour être blessé, car la plupart des armes vont être force 10, 11, voire 12, donc en général on va vous blesser sur du 3+, voire plus régulièrement sur du 4+. Et pour les armes de saturation qui varient entre la force 4 et la force 6, eh bien vous serez blessé soit sur du 5+, soit sur du 6+. Donc cela offre un énorme gap défensif sur l'unité. De plus, évidemment, on va leur retirer l'arme de tir afin qu'ils bénéficient du bouclier pour l'invulnérable 4+. Pour ce qui est de attaque de choc, grâce au +1 pour blesser, lorsque l'on a des attaques de monture et de cavalier que vous pouvez voir ici, de force 5, qui est une force plutôt faible dans l'environnement compétitif, eh bien on est vraiment ravi d'avoir ce petit +1 pour blesser qui va nous permettre des fois de blesser sur du 4+, voire du 5+, sur les cibles les plus endurantes. À cela s'ajoute une capacité qui est très intéressante sur l'unité, c'est sa charge féroce, qui fournit, lorsque vous avez chargé, un bonus de +1 dégâts. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est seulement quand tu charges. Et ça, c'est pas trop grave, parce que puisque le détachement vous permet de pouvoir désengager et charger, et bien même si vous êtes chargé par votre adversaire, durant votre tour, vous allez pouvoir désengager puis charger pour bénéficier de tous vos bonus. Le +1 pour blesser, via attaque de choc, mais surtout la charge féroce pour le +1 dégâts sur toutes les armes de mêlée. Donc c'est-à-dire que vos attaques de monture, qui sont des extra-attaques, certes, la règle d'extra-attaque vous dit simplement que vous ne pouvez pas gagner des bonus d'attaque, donc puisqu'on a 3 attaques, on va pas pouvoir passer à 4 attaques, mais par contre vous allez pouvoir bénéficier des +1 force, +1 dégâts, des bonus de pénétration d'armure par exemple, les touches soutenues, les touches fatales, etc. etc. Et cela bénéficiera aussi aux armes patrimoniales, ces fameuses nouvelles armes génériques pour les vétérans qui sont force 5, PA-1, dégâts 1 initial et donc passent à dégâts 2. C'est une capacité qui est très intéressante car toutes les figurines de l'unité vont pouvoir en bénéficier, donc les personnages aussi. Et parmi les personnages, on va commencer par l'un des plus importants, le Seigneur Loup sur Loup Tonnerre. Celui-ci sera équipé d'un gantelet énergétique afin de pouvoir toucher à 2+, car en dehors du jet pour toucher, toutes les statistiques sont identiques au marteau tonnerre. Et lorsque vous commencez à avoir des adversaires qui vont pouvoir vous infliger des -1 pour être touché, eh bien il est préférable de pouvoir toucher à 3+, en gardant les mêmes statistiques que de devoir toucher à 4+, avec une blessure dévastatrice, ou bien entendu le serment de l'instant depuis la nouvelle sortie du Codex Space Marine a perdu la fameuse relance des jets pour blesser. Ce qui la rend effectivement beaucoup moins impactant. Pour ce qui est des deux autres capacités du Seigneur Loup, on a, comme mentionné précédemment, le rite de bataille qui nous permet d'utiliser un stratagème tactique de bataille pour 0 point de commandement, voire si on l'a déjà utilisé, de pouvoir le répéter de nouveau avec cette capacité. Enfin, quant à sa deuxième capacité, vitesse du chasseur, et je tiens tout de même à préciser que sur le wording, donc le wording c'est la manière dont est écrite la capacité, et l'unité de cette figurine qui bénéficie de l'effet du +1 à l'avance et à l'achat,
charge, ce qui signifie que même si l'unité de garde du corps est détruite, le Seigneur Loup pourra profiter de sa propre capacité, car il est lui-même sa propre unité en tant que personnage. Lorsque nous avons un détachement qui permet d'avancer et charger, une unité qui bouge de 10 peut avancer à +1 et charger à +1, cela donne une projection assez extraordinaire. Je rajouterai que vous avez le mot-clé grenade, donc n'hésitez pas lorsque vous le pouvez à l'utiliser, car pouvoir lancer 6 dés et sur 4+, infliger une blessure mortelle, statistique, cela représente 3 blessures mortelles, en plus de la létalité naturelle de l'unité. Autre chose, puisque je lui ai mis un gantelet énergétique, n'oubliez pas, lorsque l'unité a chargé et qu'il y a encore de la cavalerie loutonnaire présente, le gantelet énergétique va passer à dégâts 3. Et ça, c'est plutôt intéressant lorsqu'on veut détruire du garde fantôme, par exemple, des squigliers orques et toute autre unité à 3 points de vie. Ensuite, nous allons avoir un autre stratagème assez intéressant. Autre stratagème que vous allez régulièrement utiliser, c'est insaisissable comme le vent. Cette fois-ci, c'est un stratagème de ruse stratégique. Donc, vous n'allez pas pouvoir le réduire à 0 point de commandement et vous n'allez pas pouvoir le répéter. Dans tous les cas, pour 1 point de commandement, à la phase de mouvement adverse, si l'une de ces unités finit un mouvement normal d'avance ou de retraite et qu'une de nos unités Adeptus Astartes se trouve à 9 pouces d'une de ces unités ennemies ayant fini son mouvement, votre unité va pouvoir faire un mouvement normal de jusqu'à 10 pouces. Évidemment, on nous précise que vous ne pouvez pas faire ce mouvement si vous êtes déjà à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies. Dans tous les cas, c'est un stratagème qui est excellent aussi bien de manière offensive que défensif. Au niveau défensif, si jamais vous affrontez une armée qui est assez forte en phase de combat, comme, je sais pas, les Octoliers World Eater, eh bien cela va vous permettre pour un point de commandement, virtuellement, d'augmenter sa charge de 6 pouces. Et pour un PC, faire un malus de -6 en gros à la charge adverse est plutôt solide. De l'autre côté, d'un point de vue offensif, cela va vous permettre, si jamais votre adversaire ne présente pas d'unité très offensive en phase de mêlée, de pouvoir vous rapprocher d'elle. Et bien sûr, on va parler du personnage qui rentre directement en synergie avec ce stratagème, le chef de bataille sur loup tonnerre. Je vais tout de même finir avant de passer au chef de bataille sur le stratagème insaisissable comme le vent, car il y a un troisième aspect intéressant à ce stratagème. Si jamais vous avez fini votre mouvement durant votre tour non loin d'un pion objectif, et bien grâce à lui, durant la phase de mouvement adverse, si jamais cela vous permet de bouger cette unité de 6 pouces, puisque c'est un mouvement normal sans restriction particulière, et bien vous allez pouvoir tout simplement vous diriger directement vers ce pion objectif, et lorsque vous avez que des figurines dans l'unité avec un objectif contrôle de 2, il y a de quoi largement s'accaparer des objectifs. Et puisque ce sera durant le tour de l'adversaire, si jamais votre unité n'est pas détruite, chevauchée, rudée rapide, tout ça, eh bien cela va vous rapporter des points de primaire. Allez, maintenant on va passer au chef de bataille garde-loup. Dans un premier temps, c'est comme un lieutenant, c'est-à-dire qu'il va fournir la touche fatale à toute l'unité. Vous vous souvenez les problèmes de force que l'on a? Eh bien pouvoir blesser automatiquement des unités adverses quand on a des dégâts 2 à la charge ou des dégâts 3 via les gantelets énergétiques, car lui aussi sera équipé d'un bouclier tempête pour pouvoir lui fournir l'invulnérable à 4+, car lui aussi aura un gantelet énergétique au même titre que le Seigneur Loup, afin de passer à dégâts 3 et de pouvoir toucher plus facilement. Car pouvoir toucher à 2+, lorsqu'on a des touches fatales, vous permet, grâce au serment de l'instant, et on verra plus tard à une autre capacité qui vous permet de relancer tous vos jets pour toucher, de pouvoir optimiser, suivant la cible que vous attaquez, la relance. Puisque vous touchez à 2+, exactement comme je l'ai expliqué en V9 avec les attaques additionnelles, et bien en général, quand vous allez faire vos jets, vous allez obtenir des 6. Et on vous encourage en général à relancer tous vos dés, sauf les 6. Car en fait, le 6e que vous allez obtenir en tant que 6, c'est le même 6e que vous allez obtenir en jet raté, puisque vous touchez à 2+. Bref, je ne vais pas vous embêter avec des statistiques, pensez simplement que si vous avez besoin de blesser plus facilement, n'hésitez pas à relancer tous vos jets pour toucher lorsque vous touchez à 2+, afin d'optimiser la touche fatale. Bref, ce qui nous intéresse avec le stratagème insaisissable comme le vent, c'est sa deuxième capacité, que vous pouvez retrouver ici, la sœur agressif, ça porte bien son nom. C'est-à-dire que pendant la phase de mouvement adverse, vous allez activer insaisissable comme le vent. Vous allez potentiellement vous rapprocher d'un mouvement de 6 pouces. Mais ce mouvement de 6 pouces via le stratagème, ici, ne vous permet pas d'arriver dans la portée d'engagement adverse, puisque c'est un mouvement normal. À la fin de sa phase de mouvement, votre adversaire passera à sa phase de tir. Et là, il va devoir réfléchir, car la capacité chasseur agressif vous permet tout simplement, lorsqu'une unité vous tire dessus, vous attendez simplement que l'unité finisse tous ses jets d'attaque, et une fois que ce sera résolu, vous allez pouvoir faire un mouvement normal de D6 pouces, en finissant votre mouvement plus proche de l'unité ennemie la plus proche, mais cette fois-ci vous êtes en capacité d'entrer dans la portée d'engagement. Et donc, puisqu'on est durant le tour adverse, lorsqu'on sera à la phase de combat, c'est le joueur dont ce n'est pas le tour, c'est-à-dire vous, qui allez pouvoir activer une unité. Donc vous lancez clairement un message lorsque vous jouez
jouer de manière agressive. Est-ce que l'adversaire va vouloir vous tirer dessus parce qu'il a peut-être pas envie que vous l'engagiez et lui infligiez des dégâts avant l'autre? D'ailleurs, vous pourrez voir cet exemple contre un joueur Necron que j'ai affronté, où j'ai découvert un peu la Légion Hypercrypte. Je vous mets le lien directement en description. Et bien entendu, puisque vous avez engagé pendant son tour, vous allez vous activer, lui infliger les dégâts, lui ensuite va contre-attaquer, et ensuite on va passer à votre tour. Et là, vous allez pouvoir désengager pour recharger, ou pour simplement vous désengager et aller charger une unité ailleurs. Je récapitule, pour le moment nous avons 3 unités de 6 cavaliers sur loup tonnerre, 2 seigneurs loups, 3 chefs de bataille garde-loup. D'ailleurs, l'un d'eux aura l'optimisation instinct du chasseur. Bon, déjà c'est sur une figurine montée, donc ça ne sert à rien de vouloir réfléchir à une unité de Terminator qui arriverait en frappe en profondeur et une unité montée, point. Et l'unité du porteur est en réserve stratégique. Pour placer cette unité sur le champ de bataille, traitez le numéro du tour de bataille actuel comme étant supérieur de 1 à ce qu'il est. C'est-à-dire que vous pouvez arriver des réserves stratégiques dès le tour 1, car au tour 1 vous comptez comme pour 2. Dans ce cas, vous pouvez arriver sur le champ de bataille entièrement à 6 pouces d'un bord du champ de bataille qui ne soit pas dans la zone de déploiement adverse. Puisqu'on peut arriver dès le tour 1, on a cette possibilité de le faire, eh bien on va voir un stratagème qui dans sa restriction nous dit « Vous ne pouvez pas utiliser ce stratagème pour permettre à une unité d'arriver sur le champ de bataille à un tour où elle n'aurait normalement pas été en mesure de le faire. » Puisque normalement nous sommes capables de le faire grâce à l'optimisation instinct du chasseur, eh bien à la fin du premier tour de votre adversaire, pour un point de commandement, c'est un stratagème ruse stratégique donc vous ne pouvez pas le réduire via un capitaine, eh bien vous pouvez tout simplement déployer une unité de cavalier loup tonnerre que vous avez mis en réserve stratégique via l'arrivée précipitée. Alors, je sais que certains se plaignent de cette optimisation, notamment certains joueurs chevaliers gris, car ils ont à peu près un équivalent. En réalité, je ne suis absolument pas d'accord avec eux. Mais bon, on a le droit d'être en désaccord. Mais je vais quand même étayer ma pensée. C'est l'optimisation premier dans la mêlée chez les chevaliers gris. Ils nous disent une figurine chevalier gris avec l'aptitude frappe en profondeur seulement. Donc déjà, c'est une unité qui a frappe en profondeur. Donc vous imaginez une unité qui pourrait faire arrivée précipitée tour 1 pour un point de commandement et qui arrive n'importe où sur le champ de bataille à 9 pouces de toute figurine et unité ennemie. C'est-à-dire qu'il pourrait même arriver dans la zone de déploiement adverse. Donc l'unité du porteur doit commencer la bataille en réserve. Donc bien, il a frappe en profondeur. Mais ni elle, ni le moindre transport dans lequel elle est embarquée ne compte dans les limites qu'impose la mission au nombre d'unités de réserve stratégique que vous pouvez avoir, c'est-à-dire pas plus de la moitié de vos unités en réserve. Donc déjà, vous êtes capable de chanter un petit peu cette limitation. Bref, cette unité peut être placée en utilisant l'aptitude frappe en profondeur à l'étape des renforts de votre premier, de votre deuxième ou de votre troisième phase de mouvement, quelles que soient les règles de la mission. Évidemment que vous ne pouvez pas utiliser arrivée précipitée, car arrivée précipitée se fait durant le mouvement adverse. Et là on vous dit bien que c'est à votre tour durant votre phase de mouvement. Donc on ne peut pas faire arrivée précipitée. Alors certains se plaignent surtout sur le coût de l'optimisation instinct du chasseur qui ne vaut que 10 points. Je suis assez d'accord là-dessus, on pourrait l'augmenter à 15 points, mais je trouve que si on va au-delà des 15 points, je la trouverais beaucoup trop chère pour ce qu'elle est. Car contrairement à l'unité de chevalier gris, nous n'avons pas la frappe en profondeur pour arriver n'importe où sur le champ de bataille, et surtout, nous avons une plus grosse empreinte, donc il est beaucoup plus facile de créer un écran pour nous empêcher, en tout cas pas forcément nous empêcher, mais pour limiter la projection de l'arrivée précipitée de notre unité, car il suffit de faire un écran sur les bords du champ de bataille pour nous faire reculer le plus possible. Là où, premier dans la mêlée, via la frappe en profondeur, vous arrivez n'importe où, qui est un avantage énorme. Même si, grâce à instinct du chasseur, admettons on avait une frappe en profondeur, ce serait insane. Et là je comprendrais que l'optimisation nous coûterait, je sais pas, peut-être 30 ou 40 points. Mais ce n'est pas le cas, on est limité à être entièrement à 6 pouces d'un bord de table, là où premier dans la mêlée, arrive en frappe en profondeur. Donc, je suis d'accord, c'est frustrant, les chevaliers gris ne peuvent pas faire comme nous l'arrivée précipitée au 1, certes, vous la payez un peu plus cher, oui, mais vous n'avez pas la même empreinte au sol, il est plus facile pour une unité, je sais pas, même un Draenei Nemesis d'arriver de cette manière, vous avez de bonnes armes de tir, alors que nous on n'en a pas, tout de même. Donc voilà, je voulais quand même éclaircir le sujet par rapport à ça, car je lis beaucoup, que ce soit sur Discord ou les forums, même si je m'exprime pas forcément souvent en dehors de mon serveur Discord, je tenais tout de même à exprimer les avantages et les désavantages de ces deux optimisations qui expliqueraient aussi la différence de coût. Dans tous les cas, je suis assez d'accord pour dire que Instinct du chasseur devrait coûter un peu plus cher, mais pas aussi cher que premier dans la mêlée. Bref, allez, passons. Pour certains qui se poseraient des questions à savoir si c'est une bonne interprétation que j'ai de l'instinct du
chasseur, eh bien je la joue tout simplement parce que j'ai tout de même vérifié que ce soit auprès de la FEC. La FEC s'est calée sur une interprétation du WTC et je vous la mets ici, le petit screenshot du WTC où nous avons Liam qui est un membre éminent du WTC qui nous dit que oui, on peut l'utiliser tour 1 et Jay qui vient préciser qu'il est possible de faire le rapid ingress T1, donc l'arrivée précipitée. En tout cas, à l'heure actuelle, au moment où je fais la vidéo, cela ne veut pas dire que les choses ne vont pas évoluer différemment, mais au moment où j'écris cette vidéo, pour l'instant nous sommes sur ce statut. Donc, à surveiller tout de même. Enfin, on va finir avec les loups tonnerres, car vous avez bien compris, nous avons 3 unités de 6 loups tonnerres, 3 chefs de bataille, mais que 2 seigneurs loups. Donc les seigneurs loups vont rejoindre 2 unités, mais il en reste une où il reste encore une place. Et bien du coup, c'est Harald. Pourquoi Harald? Bah tout simplement parce que Harald vaut 85 points et un seigneur loup tonnerre vaut 100 points. Donc j'ai un peu voulu gratter 15 points dans tout ça. De plus, Harald, je vais le mettre avec le chef de bataille qui a l'optimisation instinct du chasseur, donc il commencera en réserve stratégique. Pourquoi? Car je préfère avoir en jeu 2 unités avec un seigneur loup où je suis capable, pour 0 points de commandement, d'utiliser chevaucher rude et rapide afin d'infliger un malus de -1 pour être touché et blessé si jamais je n'ai pas le tour 1. Alors qu'avec Harald, je serais obligé de payer un point de commandement, sachant que j'ai envie d'utiliser arrivée précipitée dès le tour 1. Donc, début du tour de mon adversaire qui commence la partie, je gagne un point de commandement. Je n'ai pas envie d'utiliser ce point de commandement pour faire un -1 pour être touché et blessé. Donc c'est pour ça que je préfère déployer les seigneurs loups, que je préfère utiliser le point de commandement pour l'unité d'Harald afin d'arriver en arrivée précipitée. De plus, il a 2 capacités, surtout une qui est assez intéressante puisqu'il arrive en arrivée précipitée. Normalement, il va être positionné sur le champ de bataille à un endroit où c'est plutôt tranquille, où il va pas subir de dégâts, ou en tout cas des dégâts minimes, qui me permet d'optimiser sa première capacité, qui est le Seigneur des loups, fournissant la blessure dévastatrice, lorsque l'unité a fait un mouvement de charge, sur les attaques de monture, donc seulement sur les 3 attaques de force 5 PR-1 dégâts 1. C'est assez pratique, c'est le seul personnage avec des attaques de monture qui touche à 3+, de manière native. Dans tous les cas, puisque l'unité arrive en arrivée précipitée, normalement elle va réussir à charger une unité plutôt solide en ayant son plein effectif, donc 24 attaques de monture, avec la blessure dévastatrice, sachant qu'on a chargé, donc on passe dégâts 2. Même si on n'a pas la relance des jets pour blesser, vous avez une économie de points, il y a des attaques qui sont plutôt correctes, 6 attaques de force 6, PA-2, dégâts 2, passant à dégâts 3 à la charge, et derrière on a la capacité du manteau des rois des trolls qui, si jamais son unité garde du corps vient à mourir, une fois par phase, donc durant le tour adverse, mais aussi le vôtre. Quand on résout les attaques contre cette figurine après avoir fait le jet de sauvegarde, et c'est ça qui est très fort par rapport aux autres unités qui ont des capacités à peu près équivalentes mais qui souvent se fait avant de faire les jets de sauvegarde, eh bien vous allez pouvoir réduire une source de dégâts à 0, et vous choisissez la source de dégâts. Je sais pas si par exemple votre adversaire vous attaque avec des dégâts 1 et des dégâts 6, jamais vous ratez une sauvegarde invulnérable à 4+, contre un dégât 6, bah vous pouvez dire 0. Voilà, donc pas grand chose d'autre à dire, c'est une unité qui a 7 points de vie, vue à 4 comme un seigneur loup, endurance 6 comme n'importe quel loup tonnerre, a une bonne capacité défensive une fois que son unité de garde du corps est détruite, sachant qu'en plus, puisque c'est l'unité qui arrive au tour 1 des réserves stratégiques, eh bien il y a plus de chances que ce soit absolument l'unité qui soit ciblée par mon adversaire durant son prochain tour, car celle-ci sera directement dans ses lignes, par rapport aux 2 autres qui vont commencer à se projeter. Donc cela signifie que Harald va arriver plus rapidement que les autres unités, avoir son unité de garde du corps détruite, et donc pourra profiter du manteau du roi des trolls. Voilà pour le bon vieux Harald. Ensuite, je tenais tout de même à vous mettre des petits tableaux de statistiques, donc j'ai fait mon petit fichier Excel avec IG pour toucher, blesser, tout ça, et donc là vous avez les 3 types d'attaques d'une grosse unité, donc on a une unité de 8 en tout, 6 cavaliers loup tonnerre, un chef de bataille et un seigneur loup. Alors là, je n'ai pas intégré Harald, je me suis simplement simplifié la vie, j'ai pris l'unité lambda qui est déjà en jeu, c'est-à-dire les 6 cavaliers loup tonnerre, le chef de bataille et le seigneur loup. Donc déjà, nous avons les attaques de monture, 8 x 3, 24, je vous les mets entre parenthèses au cas où. Bien sûr, au niveau des bonus, nous avons la touche fatale, la relance des jets pour toucher, et le +1 pour blesser que vous pouvez prendre en compte en fonction du jet pour blesser que vous voulez prendre. Vous voyez ici, là. Hop, ça c'est les jets pour blesser, et ça c'est les sauvegardes de votre adversaire. Donc en fonction de votre jet pour blesser et des sauvegardes de votre adversaire, vous allez avoir le nombre de blessures subies, c'est-à-dire après la sauvegarde de votre adversaire. Je n'ai pas incorporé les insensibles à la douleur, car toutes les unités adverses n'en ont pas forcément. Et sinon, ça ferait un sacré gros tableau. Et je voulais m'éviter une perte de temps peu instructive, au final. Donc, admettons, nous prenons, je sais pas, une unité, tiens, de Squiggly Orc, car on va le voir en fin d'épisode, quelques situations de parties qui se sont déroulées. Les 24 attaques de monture. Alors, les Squigog Boys ont une endurance de 7. Oui, ils ont une meilleure endurance que nous, mais n'ont
que 3 points de vie. Par contre, lorsqu'ils sont sous WAG, ils ont une sauvegarde invulnérable à 5+. Donc du coup, on se met sur la sauvegarde invulnérable à 5+. Puisqu'on est force 5, plus 1 pour blesser, mais eux ont un stratagème pour infliger un -1 pour être blessé. Donc du coup, on fait force 5 contre endurance 7, on blesse à 5+. Et donc on arrive sur 6,22. C'est-à-dire, car les squigliers ont une insensible à la douleur 5+, il va devoir faire 6 x 2, parce qu'on est dégâts 2, donc 12 insensibles à la douleur. Ensuite, nous avons les 24 attaques de cavalier. Donc on est toujours sur leur invulnérable à 5+. On a la même force, on a le +1 pour blesser, mais aussi le -1, donc on va blesser à 5+. Là, on est à 6,91, donc un petit peu supérieur aux attaques de monture. C'est normal parce qu'on touche à 3+, et non pas à 4+. Donc là, c'est pareil, 12 autres insensibles à faire. Et enfin, on a les personnages qui, eux, ont certes une PA-2, mais sont dégâts 3 cette fois-ci. Donc on est toujours sur l'invulnérable 5+ de la WAG. Et là, cette fois-ci, on est force 8, +1, -1 pour blesser, mais du coup, on va blesser à 3+. Et là, du coup, on aura 4 x 3, 12 insensibles à faire. Donc on le voit bien qu'on a 36 insensibles à faire, donc de fortes chances de détruire au moins l'unité de Squiglier. Peut-être que le personnage, si jamais l'unité est accompagnée d'un nob sur Smash à Squig, peut-être que le nob peut survivre. Dans tous les cas, 36 insensibles à la douleur. Statistiquement, il en réussit 12, donc 36 moins 12, 24. Puisque les Squigliers ont 3 points de vie et ils sont 6, ça fait 18. Donc on nettoie l'unité de garde du corps de Squiglier et il reste normalement 6 dégâts appliqués au nob sur Smash à Squig et il me semble qu'il a 5 ou 6 points de vie. Normalement, on est capable de nettoyer une unité de Squiglier lorsqu'on est à full effectif. En tout cas, voilà comment il faut comprendre ces tableaux. Je vous les laisse un petit peu si jamais vous voulez faire pause afin de regarder ce dont vous êtes capable de pouvoir encaisser ou pas en fonction des codex que vous jouez. Allez, passons à la suite. On va parler d'un autre stratagème que j'utilise de temps en temps et qui est assez important dans la stratégie de la liste, c'est la fusillade éclair. Et qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, c'est une tactique de bataille. Bon, c'est pas celle qu'on réduira toujours, hein. On préfère infliger un -1 pour être touché et blessé, mais sait-on jamais, suivant les compositions que vous voulez faire. Dans tous les cas, on cible l'unité Adeptus Astartes, donc là c'est pas limité aux unités montées, et encore heureux, hein, parce que les cavaliers loutenaires n'ont pas d'armes de tir, en dehors du mot-clé grenade. Donc, jusqu'à la fin de la phase, les armes de tir dont sont équipées les figurines de votre unité ont l'aptitude assaut. Ça c'est cool, ça permet à minima de pouvoir avancer, tirer, et puisque c'est le détachement où on peut avancer charger, et bien pouvoir charger derrière. Par contre, si l'arme a déjà cette aptitude, jusqu'à la fin de la phase, cette arme a touche soutenue 1 également. Il va falloir regarder dans le codex Space Marine et Space Wolf à tout hasard, quelles sont les unités avec des armes d'assaut. En l'occurrence, j'en ai retenu 2. Ce sont les Hellblasters d'un côté, et de l'autre, mes petits chouchous du moment, les Inceptors, car on va jouer 2 unités de 6 Inceptors avec les plasmas. Alors lorsque vous commencez à avoir 12 attaques, de force 8, PA-3, dégâts 3, si vous appliquez le serment de l'instant, full reroll touche, et là vous commencez à vous dire, ah, on touche à 3+, les 6 rajoutent des touches, on a la full relance, ça commence à faire quelque chose. Derrière, évidemment, la capacité de l'unité est de pouvoir arriver des frappes en profondeur à 3 pouces de n'importe quelle unité ennemie, donc cela nous permet d'arriver n'importe où sur le champ de bataille et de pouvoir tirer sur à peu près ce qu'on veut. Je vous ai mis aussi 2 tableaux. Le premier avec le stratagème, donc quand j'écris sous sustain hit, c'est juste pour éviter d'écrire trop de lettres avec touche soutenue 1. Bien là, vous avez le tableau de statistiques, donc comme pour les cavaliers loutenaires, avec le serment de l'instant pour la relance des jets pour toucher, le stratagème actif. Bien entendu, ce sont des armes jumelées, donc de base, vous êtes relance des jets pour blesser. Vous êtes assaut, donc si vous avez besoin pour futur de pouvoir bouger de 10, vous pouvez avancer et tirer. Et bien entendu, n'oubliez pas que ce sont des pistolets. Donc même si vous êtes engagé par une petite unité de pas grand chose, vous allez pouvoir tirer au corps à corps. Et à côté, je vous ai mis l'autre tableau, mais cette fois-ci sans le stratagème, juste avec la relance des jets pour toucher et blesser, parce que vu qu'on a 2 unités, si j'ai besoin de détruire une unité précise et être certain de la détruire, eh bien je peux avoir une unité sous le stratagème et la seconde sans stratagème, mais profitant aussi des relances. On va rester sur notre exemple d'unité de Squig chez les orques. Donc nous avons bien l'invulnérable à 5+, ici, nous sommes force 8, normalement nous blessons à 3+. Mais puisqu'il a un stratagème qui nous permet d'infliger un -1 pour être blessé, on va partir du principe qu'on va blesser à 4+. Donc, parce que force 8, endurance 7, 3+, -1, 4+. Nous arrivons tout de même à 6 blessures non sauvegardées, donc 6 x 3, 18, donc pour l'instant 18 insensibles à 5+. Et pour ce qui est de l'autre unité, on reste aussi sur l'invulnérable 5+, blesse à 4,
Et donc on arrive à 5 blessures non sauvegardées, donc 5 x 3, 15, 18 et 15, 33 insensibles à la douleur, ce qui représente à peu près 11 insensibles à la douleur réussis en termes de statistiques. 33 moins 11, ça fait 22. 6 x 3, 18, on détruit au moins l'unité de garde du corps et on commence à entamer le nob sur Smash à Squig si jamais il y en a. Exactement comme pour la cavalerie loutonnaire, je vous laisse un petit instant si vous voulez faire pause pour vérifier aussi si certaines unités de votre codex peuvent encaisser ce genre de stratégie. Dans tous les cas, n'oubliez pas que ce sont des tableaux de statistiques. Si vous faites moins de 6 pour toucher, vous aurez moins de touches, mais si vous faites plus de 6, évidemment vous faites plus de touches, et soumis à une variable. Mais cela vous donne déjà une idée de la létalité potentielle de votre unité. Allez, on continue. Il nous reste tout de même 2 stratagèmes dans ce détachement. Le premier qui est lié à tous les détachements Space Marine, c'est l'armure du mépris. Car dans certains match-ups, si vous avez, comme les Squiggly et Orc, une PA de -1, vous pouvez l'activer pour garder votre sauvegarde à 3+, et meilleur que la 4+, évidemment. Pas de secret. Et l'autre stratagème est un stratagème plutôt de menace psychologique, comme j'aime l'appeler. C'est à plein gaz, car déjà il coûte 2 points de commandement. Alors certes, c'est une menace potentielle pour votre adversaire, car vous pouvez faire une avance automatique de 6 pouces, sauf si vous êtes une unité montée, dans ce cas-là, au lieu de 6 pouces, c'est 9 pouces. Attention, il y a une FAQ de la FEC qui stipule que lorsqu'on a une capacité fournissant un +1 à l'avance par exemple, comme le Seigneur Loup, il ne peut pas s'additionner à une valeur fixe fournie par une optimisation, un stratagème ou une capacité. À partir du moment où c'est une valeur fixe, on va pas pouvoir la modifier. Dans tous les cas, cela signifie tout de même que vos unités de cavalerie loutonnaire peuvent faire 10 pouces plus 9 pouces d'avance, soit une capacité de projection de 19 pouces. Sans oublier que vous avez une charge potentiellement relançable à +1. Donc, lorsque vous êtes à la phase de mouvement de votre adversaire, essayez de garder un point de commandement, comme ça vous le menacez en lui disant « Eh, regarde, à mon tour, je vais avoir 2 points de commandement, potentiellement je peux faire 19 pouces. » Le seul moment où vous êtes sûr à 100% que vous ne pourrez pas le faire, c'est si vous avez le tour 1. Car, début de mon tour, je gagne un point de commandement, je vais pas pouvoir en dépenser 2 pour pouvoir le faire. Mais cela reste une menace assez importante pour votre adversaire s'il veut pas vous voir venir en phase de combat contre lui. Donc, c'est sûr, c'est un stratagème d'influence, car il va obliger quelque part votre adversaire à devoir le prendre en compte et faire attention à son déploiement et à ses mouvements. Voilà pour ces 2 derniers stratagèmes. Bon, pour ce qui est des autres unités dans la liste, je vais commencer par mon petit Logan, mais cette fois-ci en armure Terminator. Oui, j'ai abandonné son traîneau, car il a vraiment un gros socle. Dans tous les cas, ce qui est intéressant en fait, c'est vu qu'il est en armure Terminator, il a la frappe en profondeur. Car oui, je vous spoil un peu, mais je ne vais pas mettre d'unité Terminator avec lui, je vais simplement m'en servir car il y a 2 choses, on va dire, ,5 qui m'intéressent chez Logan. La première, clairement, c'est sa première capacité, qui est ici, le Haut Roi de Fenris. Une fois par bataille, à votre phase de charge, cette figurine peut utiliser cette aptitude. En ce cas, jusqu'à la fin du tour, vous pouvez relancer léger de charge pour les unités Adeptus Astartes de votre armée, et jusqu'à la fin du tour, à chaque attaque de mêlée d'une figurine Adeptus Astartes de votre armée, vous pouvez relancer le jet de touche. Il y a 2 choses intéressantes. La première, c'est que toutes vos attaques de mêlée peuvent relancer les jets pour toucher. Donc cela signifie que vous allez pouvoir mettre le serment de l'instant pour en faire profiter vos Inceptors, car de toute manière, toutes les unités de cavalerie vont pouvoir relancer leur jet pour toucher à ce moment-là. Donc pas besoin de se servir du serment de l'instant pour eux. Ils l'ont de base native. L'aspect de la relance de charge, elle est sympa, mais puisqu'on utilise un stratagème qui vous permet déjà de relancer la charge et d'avoir un +1 pour blesser, suivant votre adversaire, vous allez l'utiliser ou pas à ce moment-là. En tous les cas, une relance de charge en plus bonus, c'est déjà très sympa. La deuxième chose, c'est que même si vous êtes en réserve, vous pouvez utiliser cette capacité. Vous n'êtes pas dans un transport, car dans les transports, vous ne pouvez pas utiliser de capacité, alors que en réserve, vous le pouvez. C'est notamment pour ça, par exemple, que l'assassin Calidus, oui, je vous spoil un peu, elle est présente dans la liste, car je n'arrive pas à m'en séparer, puisque certaines factions, notamment, on va prendre au hasard les Space Marines du chaos, qui pour un point de commandement vont pouvoir, en fonction de leur marque du chaos sur l'unité, pouvoir relancer les jets pour toucher et blesser, et bien du coup, quand ils commencent à les payer par coup de 2 points de commandement, ça commence à faire cher. Bref, d'autres factions ont aussi des tactiques de bataille qui sont très solides et qu'il est très intéressant de vect. Bref, Logan Grimnar peut utiliser sa capacité depuis les réserves. Autre chose intéressante avec Logan Grimnar en armure Terminator dans les réserves, c'est que je peux m'en servir pour valider des objectifs tactiques par exemple, car il est beaucoup plus difficile de faire écran pour mon adversaire afin d'empêcher Logan d'arriver, je sais pas, par exemple dans sa zone de déploiement afin de valider derrière les lignes ennemies, car il n'est pas accompagné d'une grosse unité Terminator, il est tout seul. Ce qui signifie que, en plus de la Calidus dont on va parler un peu plus tard, il peut à la fin du tour adverse partir en réserve et elle a aussi la frappe en profondeur,
profondeur, et bien potentiellement, pour valider derrière les lignes ennemies, je peux avoir 2 figurines dans la zone de déploiement de mon adversaire, sans aucun souci. À moins qu'il ait des infiltrateurs, et même là, avec une seule unité, il est assez difficile de faire écran sur toute la zone de déploiement. Bref, c'est notamment aussi pour ça, car si jamais je dois jouer en objectif tactique, car mon adversaire me donne pas de bons objectifs fixes, eh bien j'apprécie d'avoir Logan Grimnar tout seul dans mes réserves. Et la petite capacité qui fait le 0,5, eh bien il arrive de temps en temps que le bon Logan, via sa capacité le loup suprême, si jamais il détruit une petite unité, puisqu'il va frapper en profondeur dans la zone de déploiement adverse, qu'il puisse détruire une petite unité, comme dans le match qui s'est déroulé contre le joueur Orc que je vous mets aussi en description, si jamais vous voulez voir la partie. Eh bien de gagner un point de commandement supplémentaire, et du coup de pouvoir réellement menacer mon adversaire, de pouvoir utiliser à plein gaz afin d'avancer à 9 pouces. Bref, des gains de points de commandement, je prends. Voilà pourquoi je joue Logan dans ma liste. Pour ce qui est d'une autre unité, c'est pareil, le lieutenant avec armes combinées. Alors, déjà il vaut pas très cher, il me semble que c'est 70 points pour un personnage qui est agent solitaire, donc il peut créer une bulle d'interdiction d'arrivée des réserves à 9 pouces autour de lui. Il a une première capacité qui est plutôt cool, objectif prioritaire identifié, qui a été un peu modifié depuis l'index, parce que depuis l'index, le lieutenant devait avoir une ligne de vue sur l'objectif que vous allez sélectionner. Maintenant, il doit juste être présent sur le champ de bataille, donc ça c'est cool. Dans tous les cas, vous allez sélectionner un objectif, et si jamais vous attaquez une unité adverse qui est sur cet objectif, vous allez gagner une relance des 1 pour blesser. Ce qui nous permet, suivant les situations, de pouvoir bénéficier de la blessure dévastatrice d'Harald sur les attaques de monture si jamais on atteint une unité qui est sur un objectif prioritaire. Et cela peut même se confirmer, car puisqu'au moment du déploiement vous avez Harald dans la réserve stratégique, vous pouvez influencer un flanc en mettant bon blocus de cavalier loup tonnerre pour obliger l'adversaire à pouvoir contrecarrer ou carrément vous faire un flanc refusé, et dans ce cas-là, vous choisissez un objectif qui est du côté du flanc refusé afin de faire venir l'unité d'Harald de ce côté-là et de profiter de la relance des 1 pour blesser. En tous les cas, c'est une notion qu'il faut garder en tête en fonction des adversaires que vous allez choisir et de la dynamique de la partie. Pour ce qui est de sa seconde capacité, qui est plutôt défensif, lorsqu'un adversaire arrive à 9 pouces de vous, vous pouvez faire un mouvement normal, point. Et donc, vu que vous avez une caractéristique de mouvement de 6 pouces, c'est un mouvement normal de 6 pouces. Je viens d'y penser au moment où j'enregistre là, mais il faudrait voir avec les arbitres de la FEC s'il n'est pas impossible de pouvoir cumuler les deux règles, c'est-à-dire le stratagème insaisissable comme le vent qui vous permet de faire un mouvement normal de 6 pouces lorsqu'une unité arrive à 9 pouces de vous, en plus de la capacité se dérober et survivre du lieutenant. Vous permettrez potentiellement de faire 12 pouces, soit pour aller capturer un autre objectif, soit pour vraiment vous éloigner de l'unité adverse qui ne pourra pas vous charger du coup. Bon, prendre avec des pincettes, ça m'est jamais arrivé de le faire, donc c'est pour ça que j'y ai pas pensé avant, mais ça peut avoir son intérêt en fonction des situations, ne serait-ce que pour empêcher l'adversaire de prendre un assassinat, par exemple. Bref, c'est une figurine que je trouve assez cool, et en plus, la figurine est belle. Allez, continuons. Alors, avec tout ça, bon, on a Logan pour scorer en gros et apporter un énorme buff à toute l'armée sur un tour. On a le lieutenant aussi qui peut servir à tenir un objet, à valider quelques objectifs tactiques, mais c'est pas suffisant. Et à cela, j'ai rajouté une unité de scout, car elle a la même capacité que l'assassin Calidus, c'est-à-dire à la fin du tour adverse, s'il n'y a pas d'unité à 6 pouces 2, je peux revenir dans les réserves stratégiques et arriver à mon prochain tour à la phase de renfort. Plutôt pratique, c'est une unité qui coûte que 55 points et elle peut faire écran. Et enfin, la Calidus. Elle est là. Elle a la même capacité que les scouts, elle peut partir en réserve, elle peut vex, donc en gros, c'est sa capacité, la confusion règne, ici, qui vous permet d'augmenter le coût d'un stratagème, et puisqu'on ne donne pas nom spécifique de stratagème, c'est n'importe quel stratagème, tactique de bataille. Elle a de bons équipements, surtout contre de l'infanterie, son petit lance-flamme, ça peut permettre de tuer des boys, en l'occurrence dans ma partie contre l'orc, puisque ça a anti-infanterie de plus, c'est plutôt pratique, en plus ça touche automatiquement puisque c'est un lance-flamme. Voilà. Allez, on va passer à une autre unité que j'apprécie beaucoup, car le problème de la liste c'est qu'elle se projette énormément via les cavaliers loup tonnerre, les inceptors qui sont en frappe, et l'unité d'Harald qui arrive en arrivée précipitée. Eh bien, qu'est-ce qui reste dans la zone de déploiement pour la défendre? Car pour l'instant, ça permet à n'importe quel adversaire, dès le tour 3, d'arriver des réserves stratégiques dans ma zone de déploiement. Bon, n'ayez crainte, j'ai ajouté un petit archiviste Phobos, qui donne la capacité en gros agent solitaire à l'unité qui le rejoint, et l'insensible à 4+, contre les attaques psychiques. Bref, pour le reste, il est convenable, il a une arme de corps à corps qui est force 6, donc plutôt cool,
PA-1, bon ça pêche un peu, dégâts de D3 c'est assez variable, il a un pouvoir psychique aussi qui donne un petit soutien au niveau du tir. Dans tous les cas il sera accompagné d'infiltrator pour empêcher l'adversaire d'arriver à 12 pouces ou moins de cette unité, et puisqu'il sera un peu plus de 12 pouces, bah du coup il pourra pas me tirer dessus parce que agent solitaire de l'archiviste Phobos. Bien entendu à tout cela on ajoute l'insensible 6+, via le gantelet Helix sur les infiltrators que vous trouvez ici, et qui est très pratique, car souvent c'est des petites unités qui vont pas forcément faire de très gros dégâts, qui arriveront au corps à corps contre eux, car ils vont rester en général dans votre zone de déploiement si l'adversaire a des unités qui arrivent de la frappe en profondeur, ou en tout cas qui ont des capacités à se téléporter. Sinon je vous invite à les infiltrer tout simplement. L'autre petit équipement que je mets régulièrement, c'est ce que j'appelle les communications, qui est en réalité le dispositif de communication infiltrator, qui vous permet, si jamais vous devez utiliser un stratagème sur eux, sur 5+, de le récupérer. Certes, c'est une chance sur 3, mais puisque c'est gratuit, ça mange pas de pain. La seule restriction, c'est que les deux options ne soient pas sur la même figurine. Donc c'est pas vraiment très restrictif. Voilà pour la liste. Bon, mais dans tout ça, maintenant qu'on connaît la liste avec les 3 unités de cavalier tonnerre, les 3 chefs de bataille, les 2 seigneurs loups et Harald, les 2 unités de 6 Inceptors en plasma, Logan Grimnar, le lieutenant en armes combinées, les scouts, la Calidus, l'archiviste Phobos et les infiltrators, de quelle manière on va pouvoir marquer des points de victoire avec la liste? Eh bien, dans toutes mes parties, j'ai pu utiliser assaillir l'objectif hostile. Car Warhammer 40 000, surtout en V10, est un jeu où il faut se battre sur les primaires. Nous avons des unités de cavaliers loup-tonnerre avec un contrôle d'objectif de 2, qui est plutôt intéressant par rapport à la majorité, où on est sur des objectifs contrôle de 1 ou de 2, mais rarement plus, en dehors de certains véhicules et monstres. Donc clairement, on peut faire une guerre aux primaires grâce à nos unités. Puis en même temps, il suffit simplement de capturer un objectif que l'adversaire contrôle pour marquer 5 points. Ensuite, pour ce qui est du deuxième objectif fixe, ça va se battre entre abattez-le et assassinat, en fonction des monstres et véhicules joués par votre adversaire et de leur nombre de points de vie, ou alors du nombre de personnages que joue votre adversaire, l'un ou l'autre est assez intéressant. D'ailleurs, pour ce qui est des personnages, n'hésitez pas à utiliser défis épiques. Même si vous êtes obligé, via la règle de précision, de voir le personnage adverse, en général, vu la mobilité de votre unité, c'est plutôt intéressant, puisque vous chargez, vous êtes dégâts 3, souvent c'est un stratagème qu'on va utiliser sur un seigneur loup, car il aura 5 attaques, plus ses 3 attaques de monture à dégâts 2, mais surtout 5 attaques de gantelet dégâts 3, et PA-2. De quoi largement détruire des petits technomancers par exemple. Et enfin, le dernier objectif fixe qui est convenable, puisqu'on joue de la Calidus, des scouts et Logan Grimnar en frappe en profondeur, eh bien c'est engagé sur tous les fronts, car il arrivera régulièrement entre l'arrivée précipitée d'Harald, de la frappe en profondeur de Logan Grimnar, de la Calidus et des scouts qui peuvent revenir en réserve pour ensuite arriver sur le champ de bataille pour valider justement engagé sur tous les fronts, est plutôt intéressant. Et c'est d'ailleurs, je pense, quelque chose que je vais essayer sur mes prochaines batailles, de jouer assaillir l'objectif hostile et engager sur tous les fronts pour voir un petit peu comment l'armée tourne par rapport à ça. Sinon, je vous encourage à jouer tout simplement en objectif tactique. Bon, maintenant on va passer à l'analyse de situations qui se sont déroulées dans les 2 parties que je vous ai mis en description. Celle d'abord contre l'orc. Donc on est durant mon tour et je viens de finir ma phase de mouvement. On voit ici qu'on a le pack d'Harald qui est arrivé en arrivée précipitée et qui a bougé. Un second pack ici prêt à charger au milieu. L'objectif en rouge au milieu, c'est l'objectif que j'ai ciblé avec mon lieutenant en armes combinées. Je n'ai pas éprouvé le besoin de le faire sur l'objectif d'Harald. Et on a un 3e bloc ici avec le seigneur loup, tout comme l'unité bleue, qui est ici pour faire bloc contre l'unité de boys. J'ai fait venir tour 2 les Inceptors, ici, et les jaunes ici. Bon, pour moi, les jaunes ici, c'est une erreur. J'aurais jamais dû les mettre ici. L'objectif, c'était, avec cette unité, de détruire le truck et de charger les boys qui en sortent, plus le truck qui est ici. Enfin, de détruire le truck et les boys. Enfin, de me libérer pas mal de champs. Mais je vous laisse le résultat de cette stratégie pour ceux qui regarderont la vidéo. En réalité, qu'est-ce que j'aurais dû faire à ce moment-là? Nous sommes tour 2. J'ai utilisé la capacité de Logan Grimnar, ce qui fait que de base, toutes mes unités Space Wolf vont avoir la relance des jets pour toucher en mêlée. Donc j'ai pas besoin de serment de l'instant, qui est ici, sur le truck. Même si le but c'était que les Inceptors ici le détruisent avec la full reroll touche, bless. D'ailleurs je vous mets un ici. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû arriver avec la full reroll? Donc je suis PA-3, donc il aurait pas eu de sauvegarde, le truck, parce qu'il est sauvegarde à 4. Et je le vois entièrement. Je suis force 8, il est endurance 8, donc on va blesser à 4+. Donc il y a 9 blessures qui passent, 9 x 3, 27. Pour ceux qui ne sont pas forts avec les multiplications, je vous les fais. Non, vu que ça n'a que 10 points de vie, les trucks, mais il aurait dû largement être détruit. Mais je vous laisse la curiosité de voir.
Pour ce qui est de l'autre unité, je vous remets le tableau ici sans le strata. Bref, ce qu'il aurait dû se passer, c'est qu'en fait cette unité jaune là, je l'amène ici avec l'unité violette pour que les deux puissent tirer à 18 pouces sur les squigliers. Et le serment de l'instant, j'aurais dû le mettre sur les squigliers. Et donc je vous remets les tableaux de statistiques ici, car on les a déjà vus tout à l'heure, mais ils ont une sauvegarde à 5, je vous les mets ici. Il met le -1 pour être blessé, donc au lieu de blesser à 3, je blesse à 4. Et ici, je blesse à 4. Donc, il aurait dû avoir 6 x 3, 18 et 5 x 3, 15. 18 et 15, 33 insensibles à la douleur, 5 plus pour les squigliers. Donc, c'est à peu près 11 insensibles à réussite. 33 moins 11, ça fait 22 dégâts à répartir. En gros, même si c'est pas de cette manière-là qu'il faut calculer, parce que c'est par attaque, on va faire 3 insensibles. Bref, j'abrège. Eh bien, 22, ça représente 3 points de vie par squiglier, donc 6 x 3, 18. En gros, on est capable de détruire au moins les 6 squigliers et en amochant le nob sur Smash a Squig. C'est ainsi que j'aurais dû jouer la partie. Mais bon, pas comme ça que je l'ai fait, c'est une très grosse erreur de ma part. Car si jamais je détruisais l'unité de squiglier ici, eh bien en fait en termes de létalité, il a juste une unité de nobs. J'aurais dû faire le choix soit de venir ici contre les verts, soit de venir ici contre les bleus. Je pense pas qu'il serait venu contre les bleus parce que derrière j'avais mes 12 Inceptors ici. Et donc, il serait forcément parti contre Harald. Et de l'autre côté, en fait, il a Mozrug ici. Je le pensais beaucoup plus létal durant notre partie, donc j'aurais pu laisser mon groupe ici stacker sur l'objectif et le bloquer, tout simplement. Et en fait, bah, il aurait eu que ces frimeurs qui sont PA-1, et donc que j'aurais pu faire armure du mépris pour pouvoir tanker ses dégâts, sans aucun souci. Donc clairement, j'aurais dû la jouer ainsi, car là, je lui ai enlevé une sacrée unité létale de sa liste d'armées. Sans oublier qu'avec la charge ici, j'aurais détruit et le truck et les Storm Boys ici, donc il lui restait que ça, et l'unité de Boys à l'intérieur aurait débarqué par là ou par là, bref, peu m'importe. Dans tous les cas, je pense qu'il les aurait fait débarquer par là pour permettre à ces nobs de pas être trop gêné dans sa future phase de mouvement. Dans tous les cas, j'ai mal joué à ce moment-là, j'ai été puni, tant pis pour moi. Allez, pour ce qui est de Logan, voilà, je vous ai mis un autre screen parce que du coup vous avez ici les squigliers qu'on retrouve là, et Logan je l'ai fait venir ici pour tenter une charge contre les Gretchen, car avec ces 10 attaques je peux potentiellement faire mal aux Gretchen, peut-être lui contester l'objectif avec un peu de chance, et je lui détruis genre les 10 Gretchen, puisque je suis en full reroll touche, hein, et je blesse à 2+, donc je me dis que je peux faire mal, et au pire des cas, le tour suivant, je peux les détruire et gagner un point de commandement assez facilement. Mais voilà à peu près sa zone de déploiement, donc quand je parle de engager sur tous les fronts, où c'est assez difficile d'écranter, potentiellement je peux faire venir ici la petite Calidus, valider l'engager sur tous les fronts. Donc c'est dans ce sens-là aussi où je réfléchis à cet objectif fixe dans cette liste. Donc voilà, bon là je vous ai mis un petit rappel de la règle du haut roi de Fenris, de Logan et de son gars en point de commandement. Et normalement, on va passer, voilà, à la situation Necron. Voilà ce qu'il en est de la situation. Alors, ici, vous voyez en bleu, bon, j'ai une unité bleue qui va aller charger le Nightbringer qui a survécu à la charge d'Harald. C'est-à-dire qu'il a survécu, vous savez, aux 24 attaques de monture, dégâts 2, blessure dévastatrice, full reroll touche fatale, aux 24 attaques de cavalier, dégâts 2 aussi, touche fatale, aux 6 attaques d'Harald, dégâts 3, touche fatale aussi, et aux 4 attaques du chef de bataille, dégâts 3, touche fatale aussi. Bref, et plus 1 pour blesser, évidemment. C'est les aléas des jets de dés, mais à ce tour-ci, je me suis dit, puisque je n'ai pas fait de tableau en fait de létalité de mes Inceptors, et à ce moment-là, vous pouvez remarquer que je joue les Inceptors, 1x3 et un Thunderstrike. Il faut savoir, comme je vous l'ai expliqué, dans cette liste, j'ai tout simplement supprimé le Thunderstrike pour rajouter, voilà, je vous ai fait un vieux copier-coller de cette unité-là ici, pour dire que j'en ai 6. Parce que, voilà, je vous rajoute les statistiques, mais du coup, avec le Thunderstrike, en gros, j'avais le plus 1 pour blesser, car je tentais de détruire le monolithe pour voir si c'était possible. Je vous laisse regarder la vidéo pour savoir si c'est possible ou pas. Secret. Dans tous les cas, ce que j'aurais dû faire si je jouais la liste avec les 12 Inceptors. J'arrive ici, alors au lieu d'arriver là, faut savoir que cette unité-là, je l'ai fait arriver précipitée durant le tour, et elle était par là. Elle tenait l'objectif, histoire de gagner du primaire, mais elle n'était pas du tout en ligne de vue du monolithe. Ce qui fait que je pouvais faire mon mouvement de 10 pour arriver par là. Ceux-là, j'aurais dû les faire bouger ici pour faire écran, faire venir ces Inceptors ici, et les 6 les faire faibles juste derrière pour faire des tirs à 18 pouces contre ce gros pack qui envoie beaucoup de tirs, touche fatale, full reroll touche, patati patata, plutôt fort. Et quand on regarde les statistiques, et bien du coup, bon, je vais toucher à 3+, je fais PA-3, ils n'ont pas d'invulnérable, ils sont sauvegardés à 3+, donc on va être sur une sauvegarde à 6, on est force 8, endurance 6, donc on va blesser
blessés à 3+. Je crois pas qu'ils aient de en tout cas, j'ai pas vu de stratagème -1 pour blesser ou quelque chose comme ça. Du coup, donc on regarde le premier, on fait 9 blessures, donc en gros 9 x 3. Hein. On en a une, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc déjà, on en enlève 6 sur les 9. Bah, il reste 3 touches à répartir sur le QG, qui est le Seigneur Locust, je crois. Il s'appelle comme ça. Ou Tétrarque Locust, je sais plus. Locust Lord, c'est ça. Le Seigneur Locust, qui est aussi endurance 6, mais lui qui a une invulnérable à 4+, par contre. Donc, sur les 3 blessures, il y en a peut-être une qui passe sur lui. Sur la deuxième unité, du coup, pour détruire le personnage, donc il aurait pas été, puisque j'active toujours d'abord celui qui a le stratagème. Donc lui, il aurait été en invue à 4 sur la deuxième unité. Blesse à 3, donc il en aurait subi 4, 4 x 3, 12, donc il serait mort. Donc j'aurais lavé complètement ce pack, personnage compris. Sachant qu'on jouait le scénario où c'est le site de puissance, et s'il y a un personnage sur un objectif, il vous rapporte 3 points de primaire supplémentaires, sachant que n'importe quel objectif vous en rapporte 3 de base, jusqu'à un maximum de 5+. Donc là, c'est pareil, vous voyez, des erreurs de choix, de positionnement et de liste. Et puis, en général, quand je fais mes parties sur Tabletop Simulator, c'est surtout pour tester des trucs. Je m'en fous de gagner ou de perdre. Et ce qui est bien des fois même en testant des trucs, c'est que vous savez que vous faites une erreur, que vous devriez faire autre chose, mais ça permet justement de voir jusqu'où peuvent aller vos unités et votre liste d'armées. Et ensuite, quand vous faites votre propre débrief de la partie, parce que moi j'enregistre toutes mes parties, comme ça me permet de revoir un peu comment s'est déroulée la partie, être froide, afin d'avoir un meilleur retour et une meilleure analyse. Et clairement, la liste n'était pas bonne, hein, parce que le Thunderstrike c'est quand même 160 points, et en l'enlevant, c'est ce qui m'a permis de passer à 2 x 12 Inceptor Plasma, et la petite unité de scout en plus, parce que la liste là présente contre le Necron était à 1995, donc j'avais encore 5 points de rap, 55 points, c'est le coût d'une unité de scout, et l'unité de scout permet de valider des objectifs tactiques, ou en tout cas des objectifs de positionnement, mais permet aussi de créer un écran pour compléter les infiltrators, parce que juste la Calidus et le lieutenant, avec l'unité d'infiltrator, il reste encore un tout petit endroit où l'adversaire peut arriver, et c'est notamment ce qui va se passer durant cette partie avec les trackers, je crois en français, les deathmarks, là, les snipers en écran, qui va lui permettre en fait de faire l'action dans la zone de déploiement qui est les balises, il me semble. Voilou. Dans tous les cas, voici la liste au complet. Donc je vous ai mis les petites auréoles là, de couleurs pour vous dire quel personnage est avec quelle unité. Dans tous les cas, pour ce qui est de la future balance data slate et des changements en points, il va forcément falloir surveiller si on a une augmentation en points, que ce soit des seigneurs loups, des chefs de bataille, d'Harald et des cavaliers loutonnaires. Ce serait pas impossible que les 6 cavaliers loutonnaires prennent 10 points en tout, donc passent à 200 points les 6, qui ferait qu'on aurait une augmentation de 60 points dans la liste. En gros, on perdrait le lieutenant, grosso merdo. Et bien sûr, il faudra aussi surveiller les Inceptors s'il n'y a pas de modification par rapport à eux. Alors, je trouve que 220 points les 6, c'est plutôt bien costé, et ils sont effectivement très forts via l'accumulation de règles avec eux, notamment le serment de l'instant, parce qu'ils ont déjà la relance des jets pour blesser. Après, ça reste que de la force 8, on va souvent blesser les grosses endurances sur 5+, même si c'est une relance. Et surtout, moi, via le Stormlance, je peux justement leur apporter la touche soutenue, alors que dans d'autres détachements, ce n'est pas possible. Ou en tout cas, ils ont d'autres bonus comme ignore couvert, etc., etc. Et c'est peut-être pour ça que certains les jouent avec des bolters et pas forcément des plasmas. Bref, dans tous les cas, j'espère que ce petit débrief de liste vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, justement, quel type de liste vous jouez en Space Wolf, voire même carrément en Space Marine. Oui, tout ça c'est pour le référencement. Hein. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Cela aide énormément au développement de la chaîne. Si vous voulez avoir accès aux épisodes en avance et ce sans publicité, n'hésitez pas à vous diriger en description, vous y trouverez le lien de ma page Tipeee. Allez, je ne vous embête pas plus, et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.